ça, ensuite vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez. Donc sur le master ingénieur de la santé, donc je reviens dessus. Après votre licence SPS, vous pouvez faire donc ces 3 parcours-là, mais vous allez voir que pour certains d'entre eux, c'est un petit peu plus compliqué. Angèle, tu peux donner le micro. Pardon. Donc pour les 3 spécialités, donc MAS7, ce qu'on appelle le MAS7, c'est l'objectif est de former des cadres, des experts de la prévention des risques qui vont aller dans toute organisation, particulièrement les entreprises, mais dans toute organisation. Donc globalement, on forme des cadres généralistes de la prévention des risques liés à une activité qui peut impacter sur l'individu, donc l'homme, sur les biens, donc ça concerne plutôt les risques techniques, l'industrie, l'explosion et tout ça. Et puis le dernier impact, c'est sur l'environnement. D'accord ? Donc nous, c'est vraiment notre cadre général. Par rapport aux autres filières de formation dans le HSE, nous, on est très orienté santé. Et la gestion de la prévention des risques santé, c'est beaucoup plus compliqué que la sécurité, parce que c'est multifactoriel, c'est souvent à effet différé. Enfin bref, dans la problématique des organisations et des entreprises en particulier, c'est très compliqué à leur faire prendre conscience des éléments et des facteurs déterminants qui vont concourir à l'atteinte à la santé. Enfin bref, ici, vous voyez, on forme principalement des responsables de prévention des risques, mais certains deviennent ergonomes. Ce master donne le droit, à partir d'ailleurs même de la licence, de passer le concours d'officier sapeur-pompier. Le directeur prévention monde de Suez et ainsi celui de Bouygues ont fait cette filière-là. C'est-à-dire qu'après, vous imaginez que c'est des cadres qui pilotent la santé et la prévention des risques pour des groupes qui sont mondiaux. La nouvelle originalité, ici, c'est le master éducation et management des organisations ingénierie en santé. Donc là, en gros, sur un socle de connaissances de santé publique, de méthodologie et d'évaluation qualitative et quantitative, donc là, c'est vraiment les outils de l'épidémiologie, avec également une base sur l'éducation pour la santé extrêmement importante, et puis sur l'ergonomie, en termes d'ergonomie des systèmes de santé. À partir de là, on va former des cadres chargés du management des organisations et ingénierie en santé. Donc ça, c'est complètement nouveau. Ça va se faire en partenariat avec le CHU et notamment avec l'équipe de Christina Merati et Simu Santé, avec Olivier Ganry qui est le professeur de santé publique, avec Maxime Gignon également. Et ici, on espère attirer chaque année environ 15 étudiants en formation initiale. Donc des profils comme les vôtres, biologie, physiologie, alors même si ce n'est pas tout de suite la poursuite d'études que vous avez peut-être imaginé, mais c'est pour ça également qu'on a mis des unités d'enseignement en numérique et santé, par exemple, ou en santé publique. Parce que là aussi, de par le passé, on a des étudiants qui sont allés dans des masters à l'extérieur de santé publique, notamment à Bordeaux, et au final, on s'aperçoit que là aussi, on a besoin de cadres qui vont être capables de piloter tout ça et qui seront en partenariat également avec des diplômes d'État. C'est-à-dire qu'on espère que des infirmiers, des manip radio, des techniciens de labo qui voudraient s'orienter un peu ou upgrader un peu leur formation pour qu'elle soit un peu moins peut-être clinique, un peu moins soignante, mais un peu plus sur la conduite de projet, vont pouvoir intégrer ici. Et cette filière-là s'effectuera également en partenariat avec l'Institut de formation des cadres de santé. Et dernière filière, c'est IRHPM, Ingénierie de la rééducation du handicap et de la performance motrice. Donc là, globalement, c'est la filière qui concerne les collègues masso-kinésithérapeutes, donc les masseurs-kinésithérapeutes, suivent en même temps des unités d'enseignement ici, plutôt méthodologiques, plutôt scientifiques, qui leur permettent d'obtenir à la fois le master et puis de continuer en doctorat. Et chaque année, il y en a quelques-uns qui continuent sur des doctorats en sciences de la rééducation, ce qui leur permet ensuite d'évoluer vers des postes de maître de conférence ou de chercheurs dans le domaine. Et ça concerne également tous les étudiants STAPS qui ont fait une licence activité physique adaptée santé et qui vont venir ici pour chercher là encore la dimension management de projet en santé et l'étiquette santé qui peut leur manquer parfois par rapport à l'environnement. Donc globalement, nous, notre philosophie, c'est approche intégrée, multidisciplinaire et transversale du management de projet en santé. Donc vous voyez qu'on essaie de balayer la prévention des risques, l'ergonomie, le management des organisations et l'ingénierie de la rééducation et du handicap. Et là aussi, c'est un master évidemment qui est très professionnalisant, qui est plutôt professionnalisant, mais il y a de nombreux lieux qui sont des unités d'enseignement qui sont construites par la recherche. Voilà, ça veut dire que globalement, un étudiant qui souhaite faire un doctorat dans le domaine ici peut en faire, ici également, le tout c'est de bien choisir les stages. C'est les stages qui vont faire la différence. Sur chacune des filières, il y a globalement la moitié du temps, M1, M2, il y a la moitié du temps en entreprise. Et même sur des filières qui peuvent paraître comme ça
très, très professionnalisante. Je repense à un étudiant qui a fait en fait son doctorat ensuite à l'école de santé publique de Rennes, donc en toxicologie environnementale, et qui est maintenant professeur dans une université aux États-Unis, vous voyez. Et il a un niveau de publication extrêmement important. Donc, vous voyez bien que là aussi, maintenant, les portes ne sont pas fermées. C'est un master évidemment plutôt pro, mais là aussi, on travaille sur des éléments de méthodologie et de formation qui peuvent vous mener à la recherche. Donc, je ne vais pas reprendre l'ensemble des unités d'enseignement parce que ce serait un petit peu long et puis ce ne serait pas complètement intéressant. Mais vous allez, en gros, la construction, c'est vous aurez toujours des éléments des unités d'enseignement qui seront communes pour tous les étudiants du master ingénieur de la santé, donc quelle que soit l'option. Donc en master 1, on n'a plus le droit de parler de spécialité ou de parcours. Donc on parle d'options pour essayer globalement de vous montrer un peu ce que vous allez pouvoir faire et que vous puissiez commencer à vous spécialiser un petit peu. Donc on aura des troncs communs sur les grands problèmes, les pathologies chroniques, où là on va partir de l'épidémiologie jusqu'au processus physiopathologique et l'identification des facteurs de risque. Tout ce qui concerne la communication et l'ingénierie de formation, puisque ça aussi on s'aperçoit que la communication, savoir gérer la communication, c'est extrêmement important. Les biostatistiques, là, tout ce qui concerne les tests statistiques et de la méthodo, l'anglais classique. Et puis là également, vous voyez, on va parler d'une UE qui s'appelle santé, environnement et risque. Ça c'est nouveau, c'est partir d'une problématique de recherche en environnement santé, partir de là et voir comment à partir d'une problématique recherche et de connaissance recherche, on va décliner tout ça et comment ça, ça va pouvoir là ensuite être pris en charge par les pouvoirs publics, comment c'est pris en charge par les pouvoirs publics et comment derrière il y a des politiques de santé publique qui se mettent ou non en place à partir de travaux de recherche. Voilà, donc ça ce sera un petit peu innovant. Droit des patients et des usagers, vous voyez que ça concernera plus particulièrement les étudiants de ces deux filières qui sont plus peut-être en lien avec les milieux de santé, puisque là on aura deux parcours types très branchés santé, et puis un qui évidemment qui s'intéresse à la santé, mais dans toute organisation, que ce soit un établissement de santé ou une entreprise. Le semestre 2 du Master 1, on retrouve toujours la même structuration, un bloc tronc commun, des outils, et puis un bloc orientation, donc qui devient un petit peu plus costaud, donc avec des éléments comme gestion de crise, situation exceptionnelle, qui parfois peuvent intéresser deux des parcours. Ici, pédagogie en sciences de la santé, ça intéresse évidemment tout ce qui concerne l'ingénierie et la rééducation, mais évidemment le management des organisations et l'éducation. Et un stage, là aussi, c'est des moments forts, c'est le stage application-mission, qui est un stage d'une durée minimale, je dis bien minimale de 2 mois, mais la plupart des étudiants, de toute façon, on s'arrange pour que les emplois du temps soient finis avant les vacances de Pâques. Donc globalement, vous partez en stage d'avril jusqu'à fin du mois d'août. Et d'ailleurs, une remarque, c'est que les étudiants, en tout cas pour cette filière-ci, pour l'instant c'est moins vrai pour ceux-là, mais ces étudiants-là sont également en entreprise 2 jours par semaine, puisqu'ils sont en alternance. Donc globalement, ils vont avoir un master. Souvent, maintenant, 9 étudiants sur 10 sont en contrat de professionnalisation dans des organisations et des entreprises, donc ils sont rémunérés. C'est quand même intéressant pour suivre ce master, mais en termes de volume de formation initiale, on s'est arrangé pour de toute façon qu'ils aient un volume qui soit équivalent au volume des autres filières de formation. Donc ça, c'est quand même très pertinent. Ça veut dire que vous imaginez que ces étudiants-là, qui sont en formation initiale comme en formation par le contrat de professionnalisation, ils ont 3 jours en cours, en formation, et 2 jours en entreprise. Donc forcément, c'est dense. Et là, le secrétariat fait un énorme travail pour qu'au niveau des emplois du temps, ça puisse coller. La difficulté qu'on risque d'avoir, effectivement, c'est qu'avec toutes les autres unités d'enseignement qui sont communes, il va falloir gérer la problématique des emplois du temps pratique. C'est tout bête, ça vous paraît très, très loin, mais je peux vous assurer que nous, c'est une vraie difficulté. Donc voilà, donc en gros, pour cette filière-là, de toute façon, ils sont la moitié du temps en entreprise. Et pour ceux qui ne suivraient pas un contrat pro, ils ont de toute façon un projet à réaliser en entreprise également. Et dans ces filières-là, ce sera également le cas. Je vais aller un petit peu plus vite, si ça marche. Pardon. Voilà, et en M2, donc on finit là sur le dernier trimestre. Vous retrouvez toujours la même structuration, méthodologie, tronc commun, outils. Vous retrouvez tous les outils du management, de la qualité et de la méthodologie de recherche. Et on retrouve les 3 parcours avec des unités d'enseignement. Si vous regardez bien le détail, vous avez des unités d'enseignement qui sont communes aux 3 parcours, et des unités d'enseignement au choix. Et on termine par un stage, là encore, et j'ai bien marqué projet ou études et recherche, c'est-à-dire que là encore, c'est l'étudiant. Donc évidemment, on va l'accompagner, dans chaque filière, il y a un responsable. C'est l'étudiant qui va, au travers de son stage, de toute sa réflexion sur son projet de formation et son projet professionnel, qui va pouvoir se construire. Les temps
de stage et d'insertion professionnelle en Master 1 comme en Master 2 sont extrêmement importants. Et sur le CV, c'est évidemment c'est primordial pour pouvoir ensuite s'insérer ou pouvoir se faire une idée pour le devenir, que ce soit pour un doctorat ou pour aller travailler. Donc là, vous avez l'ensemble de la liste des unités d'enseignement. Ça vous permet de voir que là aussi, vous voyez, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes, qui peuvent être plus du domaine de la physiologie, physiopathologie, ou des choses qui sont, vous voyez, comme la e-santé et télémédecine, des choses très concrètes qui se mettent en place. On a des innovations également, puisqu'on va mettre en place des projets d'ergonomie et simulation, donc là, avec IndustriLab, avec des collègues de l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des vrais projets où les étudiants vont devoir construire, en gros, toute une situation, un environnement de travail en intégrant la démarche ergonomique. Voilà. Merci de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. On va faire tomber le micro. Désolée. Bonjour. Bonjour. Moi, je viens de l'IFTLM, je suis en 3e année actuellement. Ouais. Et donc, j'avais pour projet, en fait, de faire l'école des cadres. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est 4 ans minimum où on travaille. Et après, on peut y accéder, en fait. Ouais. C'est quoi la différence entre le master et le fait d'aller directement à l'école des cadres? C'est une très bonne question. D'abord, vous ne pouvez pas aller directement à l'école des cadres. Vous devez travailler d'abord. On travaille pendant 4 ans. Vous travaillez 4 ans et ensuite vous allez à l'école des cadres. Après, maintenant, là encore, cette filière-là, je vais regarder, cette filière-là, elle est ouverte pour tout étudiant qui va avoir une licence dans le domaine des sciences de la vie, voire même sociaux, santé, tout ça, et sciences de la santé, évidemment. Donc, vous avez le droit de postuler dès votre diplôme d'État. Et dedans, il y a des yeux avec des unis, vous voyez, avec des petites étoiles. Ces yeux-là vont également être partagés avec les étudiants cadres de santé. Donc, ce qui va se produire, mais ça, c'est de la responsabilité justement de Madame Jameau, la directrice formation qui s'occupe de l'Institut de formation des cadres. Et elle, je sais qu'elle n'est pas très favorable à ça, mais moi, quelque part là, c'est pas mon problème. Si un étudiant de diplôme d'État, infirmier, manip radio, kiné, technicien labo, veut venir suivre le master, et qu'il est motivé, qu'il a un projet derrière, je n'ai pas à l'empêcher, donc vous aurez le droit de venir. Mais vous ne serez pas cadre de santé au titre de diplôme d'État, hein, d'accord ? Le DE cadre de santé, c'est vraiment, pour l'instant, c'est une formation particulière. Et pour valoriser le diplôme d'État de cadre de santé, en même temps, ils suivent ces unités d'enseignement-là qui leur permettent d'avoir le master ingénierie de la santé, éducation, management. Donc vous aurez déjà la partie master, mais vous n'aurez pas la partie de l'école des cadres. Donc vous devrez suivre l'école des cadres, mais light. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Tu ne peux pas savoir encore s'il y aura des validations d'études. De quoi les validations d'études? Non mais ça, c'est en fait, c'est la direction de l'Institut de formation des cadres de santé qui validera ou pas. Je sais que Mme Jameau n'est pas très partisante que des diplômes d'État tout de suite, ce que je peux comprendre, viennent suivre ça. Mais à la limite, vous pouvez être cadre de santé dans le cadre administratif des établissements de santé, mais vous pouvez aussi être cadre de santé dans un établissement privé. Et là, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait l'Institut des cadres de santé hospitalier. Vous pouvez aller travailler à l'agence régionale de santé. Ils ne vous demandent pas ce master-là, vous permettra d'y aller. Vous pouvez aller travailler à l'Institut national de veille sanitaire. Ce master-là vous permettra d'y aller. Vous avez juste en face, là, vous avez le pôle de prévention santé du patient. Ce master-là vous permettra d'y aller avec un bac plus 5, avec un master et avec le niveau, on va dire, chef de projet. Alors que ce n'est pas possible actuellement avec votre diplôme d'État. Et je ne vous dis pas qu'il faut venir. Hein. Le mieux, normalement, un diplôme d'État, c'est comme les licences pro, c'est pour aller travailler. Donc, allez travailler et revenez ensuite. Maintenant, on sait aussi que certains ont fait des diplômes, on va dire, très techniques et puis s'aperçoivent qu'ils sont plutôt beaux et puis ils ont envie de continuer. Eh ben, nous, c'est fait pour ça. Hein. C'est fait pour les quelques étudiants, donc il ne faut pas que vous soyez nombreux, qui sont très bons, qui ont des très bonnes notes, qui veulent continuer parce qu'ils risquent de s'ennuyer très rapidement dans ce qu'ils vont faire. Voilà. C'est mon point de vue. Ce n'est pas forcément celui d'autres partenaires, mais c'est le mien. Et je ne changerai pas. Si vous êtes une bonne étudiante de technicien de labo et que vous me faites la preuve que vous voulez venir travailler dans tous ces aspects, on va dire, de management de projet, santé publique et tout ça, eh ben moi je vous dis, faites-le, quoi. Voilà. Il y a des sages-femmes qui ont fait des masters recherche et globalement, elles l'ont fait tout de suite après. Elles n'ont jamais fait sage-femme et elles ont un doctorat de recherche. Elles font de la recherche. Pourquoi empêcher quelqu'un, même si vous avez fait une formation à un moment donné, de vous rendre compte que vous avez peut-être envie de faire autre chose? Nous, on est là pour vous permettre, pour vous offrir et vous ouvrir le champ des possibles. C'est beau, ça.
Justement, Allez-y, allez-y. du coup, si on fait l'école des cadres, on aura quand même accès à ce master-là en même temps, Oui. comme on fait actuellement avec l'IFTLM et la licence. Vous travaillez 4 ans. Ouais. Vous faites l'école des cadres. Si vous faites l'école des cadres, vous serez obligé de suivre. Si on reste là-dedans, mais d'ici 4 ans, il y aura aussi de l'eau qui aura coulé. Mais vous serez obligé de suivre cette unité d'enseignement ici. Donc santé, environnement et risque, droit des patients et des usagers, économie de la santé, évolution des systèmes de santé. Parce que ça fera partie aussi de la filière, ce sera une filière mixte, cadre et master. Ici, vous aurez pédagogie en sciences de la santé au 2e semestre. Et puis ici, vous aurez tout ce qui concerne qualité et gestion des risques en santé, innovation et recherche en éducation santé, ergonomie organisationnelle des projets de santé, c'est-à-dire comment on met en place une démarche ergonomique dans tout projet de soins et de santé dans un établissement, e-santé et télémédecine. Et puis vous aurez là un mémoire, là aussi pour valider, vous aurez un mémoire de niveau projet, niveau master, pourquoi pas une recherche. Et ça peut aussi permettre à des cadres de santé qui, évidemment, plutôt jeunes, mais pourquoi pas un peu plus âgés, de reprendre un doctorat, peut-être en sciences de la santé, en sciences de pédagogie de la santé. Parce que là, évidemment, on ne pourrait pas faire un doctorat de sciences dures, mais pourquoi pas ? Bien, bonjour à tous. Donc je pense qu'on s'est déjà vu. Qui c'est que j'ai devant moi? Tous les L2 là, de BHTS, c'est ça? Enfin, non, c'est un peu... Il y a plein de personnes. Ok, donc tout le monde ne me connaît pas. Donc je suis le professeur Pierre Fiche. C'était pas moi qui était prévu ce soir, c'était Émilie Bourrel. Mais avec les intempéries, elle a dû rentrer. Mais c'est pas très grave, parce que j'ai appris déjà 2 choses intéressantes en venant là. La première, c'est qu'il y a un buffet. Donc je vais peut-être rester plus tard que prévu. Puis la deuxième, c'est que dans l'association, vous faites des opérations caritatives et peut-être que je viendrai vous voir pour vous en proposer une l'année prochaine. Il n'y a pas de souci. Donc on en reparlera peut-être après. Alors ça, j'ai pas l'habitude, mais on va s'en sortir. C'est à droite? Ok. Donc, actuellement, on avait ce profil-là. On avait 2 masters qui tournaient sur le secteur santé. On avait un master qui s'appelait FEFI, qui était organisé par l'UFR de médecine, avec les responsables administratifs et pédagogiques que vous avez ici. Et puis vous aviez un 2e master qui était lui organisé par l'UFR de pharmacie, donc pôle santé effectivement, et qui s'appelait Interaction moléculaire thérapeutique, avec les responsables administratifs ici et les responsables pédagogiques ici. Et puis avec la nouvelle réorganisation des enseignements, on nous a demandé d'être bien gentil, puis de fonder les deux en un seul master, pardon. Donc on va réunir les capacités des 2 masters pour en faire plus qu'un sur le pôle santé. Donc c'est un master en biologie santé avec les responsables administratifs ici et les responsables pédagogiques ici. Vous aurez les coordonnées à la fin et puis de toute façon on n'est pas difficile à trouver. Alors qu'est-ce que c'est que ce master? Alors première chose, ce sont les objectifs de la formation, puisqu'on a quand même réuni 2 masters avec des visions un petit peu différentes, mais même si ça s'adresse toujours à la santé. Alors le premier objectif, ce sera de maîtriser les outils d'étude et les outils d'identification des cibles thérapeutiques existantes au potentiel. Autrement dit, on va vraiment s'intéresser aux médicaments et au traitement de différentes pathologies, même si bien entendu il y a tout un volant physiologique avant de parler de la physiopathologie. Et puis il faudra maîtriser les outils d'étude et d'identification qui sont plus dédiés aux explorations fonctionnelles d'imagerie, notamment imagerie médicale, et de traitement d'analyse des signaux, d'accord. Donc ça c'est ce qu'on retrouvait dans FEFI, et puis la première maîtrise là, c'était plutôt ce qu'on trouvait dans IMT, donc on a tous gardé nos compétences et puis on les a réunies. Et puis vous voyez là peut-être ce qui est un peu plus visible, ou ce qui sera un peu plus visible, mais c'est plutôt pour nous que pour vous, c'est qu'il va falloir mélanger tout ce qui concerne l'homme et tout ce qui concerne les modèles animaux, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de faire de la translation et vous amener à développer des compétences pour que vous soyez capable de monter un projet de recherche dit transversal, c'est-à-dire de l'homme à l'animal, ou vice-versa réciproquement. Donc effectivement, c'est un master recherche, ça veut dire que les ouvertures derrière sont plutôt dédiées à la recherche. Et puis on a rajouté des choses nouvelles, c'est valoriser la recherche, valoriser votre propre travail, parce qu'on s'est aperçu qu'on ne le faisait pas suffisamment. Et que vous arriviez, notamment après les masters, sur des thèses sans trop connaître finalement le milieu de la recherche. Donc ici, comme eux-mêmes ont renforcé la connaissance du milieu de la santé, nous on va renforcer la connaissance du milieu de la recherche fondamentale et ou clinique.
en vous expliquant comment on présente des résultats, bien sûr, mais ça encore vous allez le voir en licence pas mal, mais aussi comment on rédige un article scientifique, comment on valorise notre article, voilà, dans quel milieu en fait on est, qu'est-ce que la recherche fondamentale d'une manière générale, comment c'est organisé en France, etc. On parlera aussi des agences de validation, etc. Bon, ça c'est totalement nouveau, mais c'est peut-être pas le cœur de la chose. Alors ça devrait vous permettre, enfin le but qu'on vise c'est ça, c'est la poursuite de formation, c'est un master recherche, je le répète, donc c'est essentiellement des gens qui veulent se dédier à un doctorat, à une thèse donc de 3e cycle, pour les métiers suivants, chercheurs essentiellement, ou il y en a d'autres, responsables de valorisation de la recherche, on peut le faire avec un doctorat en physiologie ou neurophysiologie et autres, ou bien continuer dans des spécialisations, par exemple, il y en a beaucoup, en tous les cas chez nous, qui voulaient faire ARC, donc il fallait qu'ils complètent leur formation avec un an derrière, si je ne m'abuse. Et puis on a rajouté quelque chose qu'on oublie beaucoup, c'est la communication et la vulgarisation scientifique. C'est vrai que ça fait partie des métiers qui peuvent être ouverts à quelqu'un qui a fait un master. On n'est pas forcé, on n'est pas obligé de faire de la recherche. Okay, on a essayé d'ouvrir quand même à quelques autres possibilités. Donc on peut également entrer dans la vie active à la suite de ce master, mais évidemment ce sera un niveau entre guillemets un peu plus bas que la personne qui aura visé un doctorat. Mais moi j'ai des collègues qui sont aujourd'hui techniciens de laboratoire ou assistants en recherche dans des secteurs d'activité différents tels que le privé, et il viendra nous en parler. D'ailleurs je vais lui demander de venir nous parler de son parcours et de comment il est aujourd'hui, et croyez-moi il est tout à fait heureux, donc ça lui convient parfaitement. Donc vous avez bien sûr l'enseignement et la recherche dans les universités ou les grands organismes, ça c'est la première visée, mais vous avez tous les autres, laboratoires de recherche et développement et de contrôle dans les entreprises privées, dans le secteur pharmaceutique, normalement ça devrait être possible. Et puis d'autres possibilités, notamment les PME de biotechnologie, avec le parcours que vous avez en licence, plus un complément ici en master, vous pouvez tout à fait décrocher des emplois dans ces domaines-là. Donc les métiers, enseignant-chercheur, chercheur, responsable de valorisation de recherche, ingénieur de laboratoire, c'est pas exhaustif, on n'en a mis que quelques exemples. Tout ça parce qu'on est absolument convaincu qu'avec la formation que vous avez en licence et en master, on n'est pas obligé de faire que de la recherche, même si c'est bien entendu la première visée de notre master. Alors très simplement, on va le faire relativement rapidement, parce que des cases, vous en avez vu pas mal, avec le diaporama de Frédéric avant, et puis il y a le buffet qui nous attend. Alors donc il y a 2 années évidemment, avec 60 ECTS par année, ça vous connaissez maintenant la structure, c'est assez classique, avec 30 ECTS par semestre, et puis bien sûr la 2e année essentiellement avec le stage. Donc très globalement, très rapidement, sur la première année, on va retrouver les blocs fondamentaux et transversaux, c'est ce qu'on nous a demandé de faire. Maintenant, quand on organise les enseignements, on a des directives qui descendent du ministère, et comme a dit Frédéric, on ne peut plus faire de parcours, de spécialisation, il faut rester très général. Bon, soit, je viens d'appuyer sur un bouton, il ne fallait pas. Voilà. C'est pas grave, on va continuer comme ça. Voilà. Donc fondamental, physiologie, physiopathologie des grands systèmes, base cellulaire moléculaire des processus pathologiques cette fois-ci, base cellulaire de physiologie prokaryote impliquée en pathologie, signalisation moléculaire et cellulaire, ce sont des mots que vous connaissez, peut-être d'autres qui sont un peu moins connus, mais de toute façon avec ce que je viens de voir, notamment de votre parcours, il n'y a aucun problème, ça va être pour vous assez facile à suivre, il n'y a aucun souci avec ça. Et puis les compétences transversales, comme vous a dit Erwan. Alors oui, on retrouve de l'anglais, oui, on retrouve des biostatistiques, c'est pas pour vous embêter, c'est parce qu'on s'aperçoit que c'est pas encore acquis. Donc il va falloir y aller, on recommence. Et puis vous plaignez pas, parce que nous à notre époque on n'avait pas d'anglais, et quand on arrivait en thèse c'était niveau 0, et puis biostatistique pareil. Donc profitez-en plutôt que de râler, si je puis dire. Maintenant, moi, je parle avec mes étudiants, ils sont très contents de l'avoir parce qu'ils décrochent. Ils décollent, pardon. C'est-à-dire qu'ils ont du mal, mais à un moment donné, ils y arrivent et ils rapportent de bonnes notes, donc ça sert quand même. Et puis, vous allez voir qu'en biologie, si vous ne connaissez pas les biostatistiques, vous allez avoir des problèmes pour évoluer dans votre carrière. Donc ici, transversal 9 ECTS, vous en avez 2 d'obligatoires évidemment, puis la 3e on vous le laisse au choix, avec quelque chose ici, donc la recherche de l'évaluation à la communication, donc c'est la valorisation du métier et des résultats, et puis des méthodes d'évaluation des thérapeutiques, donc ça plutôt une visée à connotation clinique chez le patient. Ensuite, le 2e semestre, il va falloir choisir 9 ECTS qu'on a appelé thématiques, parce que comme vous a dit Frédéric, on ne peut pas parler de parcours, donc il faut un peu maquiller les choses, mais quand même un Master 1, ça commence à vous préparer à la 2e année de Master et surtout à votre stage de 6 mois en laboratoire.
Donc ici, vous avez plusieurs choses, hein, je ne vais pas toutes les lister, mais vous pouvez deviner quand même des petites spécialisations, puisqu'on retrouve du cancer, on retrouve de la neuroscience, et puis on retrouve du génome ou des thérapies cellulaires, etc. Mais là, évidemment, vous êtes tout à fait libre de prendre ce que vous voulez, bien entendu, c'est à vous de fabriquer votre parcours, mais toujours, on le verra à la fin, sous la tutelle d'un des responsables pédagogiques. Alors ensuite cognitif, ça va être plus humain, etc. Mais on vous donnera les détails un peu plus loin, un peu plus tard dans l'année, parce qu'on n'est pas encore tout à fait prêt. Ici, première année, on retrouve encore deuxième semestre, donc des UE fondamentales, et vous voyez ici, on a deux importantes, ce sont les méthodes d'investigation en recherche. Donc là, vous allez avoir accès à de nombreux exemples de modèles, que ce soit intégrés, c'est-à-dire chez l'animal entier, ou que ce soit au niveau cellulaire, c'est-à-dire essentiellement in vitro, ce qu'on appelle les cultures cellulaires, etc. Mais on a décidé de vous présenter une grande majorité des technologies, et bien entendu, on va aller dans les nouvelles technologies, hein, c'est-à-dire que tout ce que vous avez avant, c'est très bien, ça va bien vous préparer, et maintenant, on va tenter de se mettre à jour hein, sur ce qui est utilisé actuellement dans les laboratoires de recherche en physiologie. Toujours transversal, hein, on reste avec l'anglais. Et puis ici, quelque chose qu'on a rajouté, une préparation à l'insertion professionnelle qui vient tout à fait compléter, je pense, ce que vous avez commencé à voir en licence. Donc là, c'est vraiment l'insertion professionnelle et le milieu professionnel en dehors de l'université et de la recherche. Ensuite, 9 ECTS à nouveau au choix, et puis là, ma foi, on commence à avoir des pré-spécialisations hein, dans le deuxième semestre. J'ai gardé les couleurs, mais normalement, je n'ai pas le droit. On va dire ça comme ça. Donc, et là, on commence à deviner 3 parcours qui commencent à se dessiner hein, sur le deuxième semestre et qu'il va falloir spécialiser, si je peux dire, ou renforcer sur l'année suivante, si je ne me trompe. Donc, quelque chose à voir plutôt ici en blanc avec le cancer essentiellement, et puis les bactéries et la viro. Ici au centre, quelque chose qui s'intéresse plus particulièrement au système nerveux central, au cerveau, et puis ici les pathologies calciques avec le blastocyte, mais également plutôt cardiovasque essentiellement, et puis un peu d'immunologie. Mais donc c'est au choix, vous faites effectivement comme vous le souhaitez. Et puis à la fin ici, on a un stage d'initiation à la recherche qui est du minimum de 6 semaines, 6 à 8 semaines, avec rédaction d'un mémoire et présentation orale. Donc ça vient tout à fait compléter. Normalement, vous êtes prêts, vous avez une formation derrière avec déjà un stage. Normalement, ça ne vous pose aucun problème. Sauf que là, bien sûr, ça va être directement appliqué à une problématique de recherche. On passe à la deuxième année. La deuxième année, il y a un semestre de théorie, où on a encore un nouveau un tronc commun et on retrouve des biostatistiques. Hein, je vous jure que vous allez savoir les faire, et puis vous allez savoir parler anglais à la fin de votre licence et de ce master. Et puis quelque chose d'intéressant aussi, c'est l'éthique en recherche fondamentale et clinique. Ça aussi c'est pas mal, c'est-à-dire qu'on va vous donner les limites de ce qu'est la recherche scientifique, que ce soit avec les animaux ou avec l'humain, et comme on veut faire du transversal, autant connaître les deux mondes, parce que malgré tout ce qu'on peut penser, c'est extrêmement réglementé la recherche scientifique avec le modèle animal notamment, mais également humain bien sûr. On ne peut pas faire n'importe quoi. Conduite d'essais cliniques pour ceux qui seraient plus intéressés par bien sûr ce qui se passe du côté humain. Et puis ici les nouvelles approches analytiques en biologie, biochimie avec d'autres technologies qui vous seront présentées. Et puis ensuite, ensuite vous avez les 3 parcours. 3 parcours types, comme dit Frédéric. Avec de l'infectio et de la physiopathologie des cancers, donc là ça va être vraiment une spécialisation que vous allez prendre, ou bien les neurosciences, développement, cognition, addiction, et puis les stratégies thérapeutiques cardiovasculaires et osseuses de remodelage du tissu. Donc les parcours, on ne va pas les lister, sinon vous allez me jeter des pierres, mais globalement, sachez que voilà, ce qu'on attend de vous, globalement, ici vous avez 21 ECTS, c'est assez lourd, mais bon, ce sont des 3 ECTS, donc c'est pas, finalement ça va se faire. Ici, la neuro, et puis globalement le 3e avec, qui a l'air un peu plus léger, mais attention, ce sont des 6 ECTS, donc rassurez-vous, il y a autant de travail dans les 3 parcours, on a bien fait attention à vous faire travailler quand même de manière équivalente dans les 3 parcours. Voilà, donc ce qu'on attend de vous finalement, c'est quand vous aurez la maquette, c'est effectivement lorsque vous allez, si vous souhaitez bien sûr vous inscrire dans ce master, évidemment il faut arriver en ayant une petite idée de ce qui vous intéresse dans le domaine des sciences. Est-ce que c'est la neuro, la cancéro ou le cardiovasque et le remodelage tissulaire? Alors pourquoi il n'y a pas plus que ça? Tout simplement parce qu'un master c'est construit sur les capacités de recherche de l'université qui fabrique le master. Okay, et bien nous on a détecté en santé ces 3 axes-là qui sont très forts,
avec des équipes reconnues, labellisées par le ministère et ou les grands organismes de recherche tels que l'INSERM. Donc vous avez des terrains d'accueil locaux qui sont là et qui normalement devraient jouer le jeu pour animer et faire vivre bien entendu ce master. Et puis bien entendu on finira avec le stage de recherche de 6 mois qui contient également une rédaction d'un mémoire et une soutenance orale à la fin, bien entendu des 6 mois de stage comme n'importe quel master. Alors ici la préinscription, alors c'est pas encore tout à fait finalisé, mais vous allez avoir une plateforme qui s'appelle e-candidat et normalement autour de mai 2018 ça devrait être prêt. Voilà ce qu'on réclame pour un Master 1, c'est une lettre de motivation, un CV, l'attestation des diplômes, et puis le reste, c'est pas pour vous, c'est pour d'autres personnes qui proviennent soit de médecine, soit de pharmacie. Alors, lettre de motivation, moi, voilà, c'est le truc classique, mais il faut faire très attention, c'est un gros piège, la lettre de motivation, et on n'en lit pas des super quand même. Hein. Non, il faut vraiment chercher les trucs hein, dans votre lettre de motivation. Donc ça, je sais pas si vous avez quelque chose pour vous aider. Par contre, ouais, ça reste intéressant. Hein. Moi, j'ai déjà eu des cas où les notes n'étaient pas terribles, mais la lettre de motivation m'a convaincu de convoquer au moins la personne et de discuter avec. Hein. Donc les notes, oui, c'est le seul moyen qu'on a de vous évaluer parce que le système est comme ça, mais il n'y a pas que le bulletin scolaire. Actuellement, par exemple, j'ai une demoiselle en L3 en stage actuellement au laboratoire. Bon, sur ces 3 années de licence, elle en a validé 2 parce qu'avec les compensations, on lui a offert globalement 2 semestres. Donc voilà. Et quand j'ai discuté avec elle, voilà, elle m'a convaincu qu'elle était vraiment motivée pour faire de la recherche. Donc là, je la prends à l'essai. Donc faites attention, la lettre de motivation, c'est quelque chose de très sérieux. Et puis, il faut y aller, quoi. Il faut mettre un peu de soi-même. Master 2, lettre de motivation, le diplôme, etc. Mais normalement, évidemment, vous le savez, attention, on va avoir le droit de trier à l'entrée du Master, plus entre le Master 1 et le Master 2, mais on va avoir le droit de trier au Master 1, à l'entrée du Master 1. Donc il va falloir, faut y aller là. Ensuite, inscription administrative. Après avis favorable du responsable pédagogique. Les responsables pédagogiques, ils sont là. Il y a Émilie, il y a Jean-Marc, puis il y a moi-même. C'est-à-dire qu'on a décidé là quand même de bien vous suivre, mieux vous suivre peut-être que ce qui se faisait auparavant, et de vraiment être disponible, non seulement pour être à votre écoute, mais également pour vous aider à vous fabriquer le parcours qui vous intéresse, à vous orienter convenablement, à vous trouver des solutions s'il faut. Si vous êtes dans des situations problématiques. Et puis votre convention de stage, vous verrez, mais ce sera sur le NT, tout sera normalement informatisé et en principe ça devrait bien se passer. Voilà les responsables avec leurs emails, vous pouvez dès à présent nous contacter pour nous demander de plus amples renseignements et ou venir nous voir. Je sais que j'ai déjà rendez-vous avec quelqu'un qui est dans la salle la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, à contacter ces personnes-là et puis réfléchissez parce que là vous êtes dans la bonne vague, ça va démarrer. C'est quelque chose de nouveau. Rassurez-vous, il n'y aura pas de pot cassé parce qu'on se connaît tous là. Ça fait quelques années qu'on tourne avec ces masters. Aujourd'hui, on va juste rajouter quelque chose de supplémentaire pour certains d'entre nous qui vont créer des cours nouveaux. Mais en principe, moi, je n'anticipe pas de gros problèmes. Voilà, je vous remercie de votre écoute et bien entendu, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Thank you.